Xavier Poussard, rédacteur en chef de Faits et Documents, l'indispensable lettre d'information fondée par Emmanuel Ratier. Vous venez de publier dans vos derniers numéros les portraits des membres du gouvernement Borne. Est-ce que vous pouvez, Xavier, sans tout nous dévoiler bien sûr, nous en dire un peu plus sur ce gouvernement et les membres qui le composent, notamment vous avez fait un très beau portrait de Pape Ndiaye. Alors, oui, je me suis un peu coltiné les ministres, même si ça n'a plus rien à voir. Enfin, le rôle de ministre en Macronie n'a plus rien à voir avec ce qu'il était traditionnellement. On y reviendra. Donc j'ai fait effectivement ce qu'on appelle les nouveaux ministres, les ministres importants, c'est-à-dire les ministres que j'avais pas forcément traités en portrait. Et parce que il y a des caractéristiques qui sont intéressantes. Alors d'abord, sur les deux principaux ministres que j'ai traités, c'est-à-dire que ce soit Pape Ndiaye ou sur Elisabeth Borne, qui sont les deux grosses entrées dans le dispositif gouvernemental, ce qui caractérise, c'est que je vais essayer de résumer, tout est faux. C'est-à-dire que par exemple, alors nous notre rôle quand on fait des portraits, effectivement, c'est d'abord de regarder le storytelling, puisque quand quelqu'un est intronisé comme ça dans le champ médiatique, dans le champ public, on va raconter son histoire. Et il va y avoir effectivement des armées de communicants qui vont raconter son histoire. Et nous, notre rôle à Faits et Documents, c'est de faire des portraits où justement on détricote le storytelling. Et donc on voit très bien que par exemple, Elisabeth Borne, qu'est-ce qui nous a été vendu? C'est que c'était, une technocrate, certes un peu froide mais compétente. Et surtout, on a beaucoup insisté sur sa famille victime de la Shoah. Donc nous, on va essayer de regarder un peu ce récit et on va essayer de voir dans quelle mesure il est vrai et dans quelle mesure, effectivement, il a été un peu épaissi. Par exemple, on insiste beaucoup sur son grand-père juif, mais on nous a pas parlé de son autre grand-père. Alors l'autre grand-père, il suffit de regarder pour voir qu'il a été maire de son bled entre 39 et 45, qu'après la guerre, il est plus maire et qu'il redevient maire après. Donc visiblement, il n'a pas été résistant. Puis s'il avait été résistant, on nous l'aurait dit. Et puis quand on se penche sur son activité pendant la guerre, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il a son seul fait d'armes, c'est d'avoir sauvé la vie du maréchal Rommel. Donc déjà ça tempère le portrait. Et puis ensuite, donc quand on creuse, on se rend compte que le père s'était converti au catholicisme pour épouser sa mère, donc qui était catholique. Et donc en fait, cette identité juive est très largement surjouée et va apparaître. Alors c'est une rumeur qui a circulé dans les rédactions. Effectivement, un autre tropisme qui est effectivement le tropisme LGBT, et donc qu'on détaille un peu dans Faits et Documents, et je laisse les auditeurs découvrir en lisant Faits et Documents. Donc on va toujours avoir ce récit qu'on va retrouver chez Pape Ndiaye, qui est essentiellement vendu comme étant une personnalité issue de la diversité, d'origine africaine, etc. Il y a un type qui m'a dit, t'as réussi à faire un portrait de Pape Ndiaye où t'expliques que le problème c'est qu'il est pas noir. Et en vérité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la limite, Pape Ndiaye aurait été un maître africain qui aurait remis de l'ordre dans l'éducation nationale à coups de chicotte. On aurait pu s'en réjouir. Mais là, c'est pas ça du tout. En fait, c'est un universitaire qui a découvert qu'il était noir à 25 ans, qui vient du lambertisme et qui a importé l'idéologie woke des campus américains en France, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Et le Pape Ndiaye est un personnage relativement sans intérêt, fondamentalement, c'est un personnage assez transparent, sans aspérité, écrit Libération. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, quand la vertu est surdéterminée par le nombre de facteurs qui sépare un individu de l'homme blanc, chrétien, hétérosexuel, défini comme le mal. Et donc, en fait, plus vous cumulez des facteurs, plus justement vous êtes dans l'intersectionnalité. C'est-à-dire que si vous êtes un homme noir, c'est mieux si vous êtes homosexuel. Vous voyez ? Et donc, c'est le gouvernement Macron est, je dirais, surdéterminé par cette intersectionnalité. Et quand je disais tout est faux, je pourrais prendre aussi l'exemple d'un petit portrait qu'on a fait, qui est un portrait de Yael Braun-Pivet. Donc elle, c'est intéressant parce que c'est une personnalité qui surjoue
son statut de victime de misogynie et d'antisémitisme. C'est-à-dire que dès que quelqu'un dit quelque chose contre Yael Braun-Pivet, elle est immédiatement victime d'antisémitisme. Vous trouvez un nombre d'articles là-dessus. Et en même temps, vous trouvez jamais le nom de ses parents sur Internet. Il n'y a aucune source, ni au Ouzou, ni sur Internet. Et donc, nous, on va justement détricoter tout ça. Et on va découvrir que sa mère, en fait, est moitié algérienne, moitié bretonne, et qu'elle s'appelle Miaza Haït Ouared. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout... la mère est pas juive. Alors, le judaïsme, ça, c'est par la mère, si on veut. Qu'ensuite, elle-même est mariée avec un catholique qui s'appelle Vianney Pivet, et qui lui-même est le beau-frère d'Esther Pivet, qui est une figure, je dirais, de la droite catholique de conviction, puisqu'elle elle anime le collectif Vigigender qui lutte contre la théorie du genre à l'école. Et les 5 enfants de Yael Braun-Pivet ont des noms celtiques. C'est-à-dire, ça s'appelle Malo, Nominoé, etc. Donc, en fait, elle vit pas du tout dans un univers juif, si vous voulez. Et là, il y a quelque chose, mais de la même façon, exactement comme chez Elisabeth Borne, il y a vraiment quelque chose d'eschatologique, puisqu'il est écrit dans les textes que à la fin des temps, il est bien désigné ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Et vraiment, la caractéristique de la Macronie et de ce gouvernement, et Pape Ndiaye insiste évidemment beaucoup sur ses liens avec le judaïsme, son épouse, qui est dans le même cas de figure, qui est de père juif, mais qui n'est pas de mère juive, ils insistent tous sur le fait qu'ils sont juifs. Et quand on regarde techniquement, ils sont pas juifs. Donc c'est vraiment ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Alors il y a donc au-delà de la fausseté des biographies, mais qui renvoie beaucoup aussi à un phénomène qui s'est développé dans Paris à partir du milieu des années 90, qui était le phénomène d'avoir des origines. C'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, étaient contents d'avoir des origines. Et toi, t'es de quelle origine? Et alors, le type qui avait un vague grand-père espagnol, il devenait espagnol. Ouais, je suis d'origine espagnole. Et donc, eux, c'est des gens comme ça qui ont des problèmes d'identité, exactement comme Marlène Schiappa se vit comme Corse, Dupond-Moretti, qui s'appelle Éric Dupont. Il s'appelle Éric Dupont. Moretti, c'est sa mère. Mais bon, c'est un ch'ti, quoi. Voilà. Donc, en fait, ils se vivent comme ça et ils ont ce problème. Il y a un rapport à l'identité qui est, à mon avis, quelque chose d'intéressant. Il y a une autre caractéristique, c'est leur absence de poids politique. C'est-à-dire que là, c'est des personnalités qui sont hors sol et qui avant un type qui était ministre, c'était le couronnement d'une carrière politique. Le type avait eu tous les mandats, etc. Il avait un fief, etc. C'était un baron local et puis il devenait ministre, etc. Il avait une épaisseur. Là, ils n'ont pas du tout de poids politique, d'une part, et d'autre part, ils sont tenus par des casseroles. C'est-à-dire qu'ils sont tous, il y a tous une affaire en justice. Et alors, quand on regarde les commentaires, les gens disent il est encore ministre alors qu'il a telle casserole. Et en fait, non, c'est pas il est encore ministre alors qu'il est telle casserole, c'est il est ministre parce qu'il a cette casserole et parce que par cette casserole il est tenu, sans compter les casseroles sur la vie privée. Voilà, donc on a des ministres qui n'ont aucun poids politique et j'expliquerai pourquoi. Ce qu'on voit aussi, c'est des ministres qui sont issus de la caste. On a quand même 2 ministres qui sont des épouses de patrons du CAC 40. Ça semble choquer personne, mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment un job de communicant. Et pour cause, c'est un job de communicant parce que les ministres ne sont que des porte-parole de ce qu'on appelle dans les médias l'exécutif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exécutif? L'exécutif, c'est très simple, c'est l'Élysée. Et l'Élysée, c'est quoi? C'est un triumvirat qui dirige la France depuis maintenant 2017 et qui est composé de Emmanuel Macron, Brigitte Macron et Alexis Collère. Et donc on voit très bien que c'est ça. Et le Alexis Collère gère les ministères, on va dire, qui sont relatifs à l'économie, alors que Brigitte Macron gère les ministères, disons, sociétaux, c'est-à-dire la justice, a une mainmise sur sur le ministère de la Justice, puisque Dupond-Moretti a été reconduit sur intervention de Brigitte Macron, sur le ministère de l'Éducation nationale, sur le ministère de la Culture, etc. Et tout remonte à l'Élysée et les ministres sont des porte-parole et sont encadrés par des directeurs de cabinet qui renvoient direct à l'Élysée et qui, eux, sont des personnalités de la caste. C'est pour ça que plus que d'habitude, on va effectivement insister sur la composition des cabinets. Et pour finir sur ce volet, on voit juste que Édouard Philippe est sur le banc de touche. C'est-à-dire que régulièrement, Édouard Philippe est classé comme personnalité politique dans les personnalités politiques préférées des Français. Pourquoi? Parce qu'on se dit, s'il arrive quelque chose au sein du triumvirat,
eh ben on aura Édouard Philippe en solution de rechange. D'ailleurs, Édouard Philippe qui est très étrange puisque en 5 ans, il avait une tête comme ça, un peu de jeune premier. Et aujourd'hui, c'est carrément double face dans Batman, quoi. Il porte, on voit sur sa tête. Enfin, c'est très étrange. Et il a effectivement maintenant un énorme QG. Il est au 30 rue d'Iéna, qui est l'ancien QG de campagne de Jacques Chirac en 95. Et donc du coup, à cette adresse, il a 3 étages au sein du cabinet d'avocat Vogel, et qui c'est vraiment des bureaux absolument démesurés. Et on sent vraiment qu'il est sur le banc de touche, prêt à rentrer en jeu, à l'échauffement, prêt à rentrer en jeu, au cas où il arriverait quelque chose à Emmanuel Macron. Merci Xavier. Je le répète, Faits et Documents, c'est l'abonnement qu'il vous faut, chers auditeurs, si vous voulez pousser plus loin dans le combat politique et dans la connaissance des réseaux du pouvoir, et simplement si vous voulez pousser plus loin dans votre compréhension du réel, du concret. Xavier, merci encore et à très bientôt pour la suite. Eh ben merci à toi, à très vite.